Bonjour à tous, bonjour à toutes, nouvelle émission Stop Intox, ici hébergé par le village Semence dans le hall 2.2 du Salon de l'Agriculture pendant toute la semaine. Très heureux de vous retrouver. Stop Intox parce qu'il y a souvent de fausses infos, vous le savez, trop de diabolisation aussi des a priori. Et Stop Intox essaie de faire clairement la part des choses. Alors rendez-vous donc chaque matin pendant une demi-heure, on s'empare d'un sujet, puis ensuite vous pourrez vous faire votre propre avis justement, vous faire une opinion. Tenez par exemple ce matin, il faut stopper la consommation de viande. C'est ce qu'on entend régulièrement, voilà, les raisons sont nombreuses, alors bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. Avoir question ce matin, protéines végétales ou animales, faut-il choisir? Voilà, question que je vais poser à nos trois invités, nos trois experts, nos trois acteurs. Marie-Laure Ampinet, bonjour. Bonjour. Présidente du GEPV, le groupement d'études et de promotion des protéines végétales, qui accompagne le développement des protéines végétales en participant à une meilleure connaissance de ces produits. Mathieu Pecker, bonjour. Bonjour. Mathieu Pecker, directeur général de Culture Viande, qui est le syndicat qui regroupe les principales entreprises françaises de viande, l'abattage, la découpe, la transformation, que ce soit donc dans la viande bovine, ovine, porcine en France. Antoine Orion, bonjour. Bonjour. Qui est exploitant en Moselle, à Nomny. On est au sud de Metz, c'est à cheval entre la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, exactement. Vous êtes président de Terre Univia, l'interprofession des huiles et protéines végétales qui rassemble les principaux acteurs concernés par la production, la commercialisation, l'utilisation des oléagineux et des plantes riches en protéines. Vous n'êtes pas ennemis quand même, là, Mathieu Pecker, Marie-Laure, Antoine, non? Non, je crois pas. Non, je crois pas, non. Non, on est très complémentaires. Bon, génial, très bien, voilà, parce que là, on se pose la question, protéines végétales ou animales, faut-il choisir? C'est le thème de Stop Intox ce matin. Tiens, un constat avec vous, Mathieu Pecker, pour démarrer, donc, combien de viande mange-t-on en France? Aujourd'hui, par semaine, on mange environ 320 grammes de viande. C'est la moyenne sur les Français. 320 grammes par habitant par semaine. C'est ça, exactement. Voilà. Ce qui est inférieur aux recommandations des agences de santé. Oui. L'OMS dit 500 grammes. Donc nous, on considère qu'on mange pas trop de viande. Maintenant, pour être complet, c'est une consommation qui est en profonde mutation. Alors déjà, profonde mutation, est-ce que c'est une consommation à la baisse? Je voyais des chiffres du Crédoc qui nous disaient que la consommation de viande, elle a baissé de 12% en 10 ans. Elle a baissé de 12% en 10 ans. Les chiffres qu'on a sur les 2 dernières années montrent que ça aurait tendance à se stabiliser, oui. mais pas sur des segments qu'on connaît. Ça se stabilise pas sur la consommation à la maison, pas sur la consommation classique de viande brute. Par contre, à l'extérieur, dans les restaurants. Au restaurant, exactement. D'où l'émergence des burgers un petit peu partout. Absolument. Et c'est l'autre mutation, c'est on consomme aussi moins de viande brute, de morceaux, et plus de viande transformée, du haché, du carpaccio, des produits un peu innovants que nos entreprises essayent de faire. En tête de gondole, on a toujours le porc, 32 kilos par personne et par an, consommation à la baisse. Moins de bœuf, oui. Détrôné par la volaille maintenant, parce que la volaille, on en est à 30 kilos par habitant et par an. Le bœuf qui a chuté à 23 kilos. Sachant que les consommations en kilos, là, sont souvent mis en équivalent carcasse, donc il ne faut pas faire d'équivalent par semaine. Voilà. Alors, voilà, en tout cas, il y a une tendance. On était là pour donner un peu les tendances. Tiens, Marie-Laure Ampinet, à l'inverse, est-ce qu'on mange de plus en plus de produits végétaux? Alors, d'abord, on en a toujours mangé, parce qu'il y a des protéines dans les produits végétaux, et les protéines, c'est ce qu'on trouve dans la viande. Donc on a toujours mangé à la fois des protéines végétales et des protéines animales pour satisfaire les recommandations santé et pour bâtir ses cellules, construire ses muscles. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la montée du flexitarisme. Les gens qui décident de manger moins de viande et de choisir des sources de protéines alternatives. Donc ça va être dans l'ordre des protéines de soja, des protéines de blé, des protéines de pois. Et on a énormément de produits nouveaux qui aujourd'hui apparaissent sur le marché, qui restent encore relativement marginaux, c'est un phénomène en plein boom, mais dont on n'a pas de chiffres. Ces nouveaux produits, alors c'est vrai qu'ils recouvrent des appellations un petit peu différentes. Comment est-ce qu'on s'y retrouve entre steak végétal, escalope de soja, voire de la fausse viande au goût de viande? On y reviendra tout à l'heure, d'autant que le mot steak, n'est pas forcément toujours légalement associable au mot végétal aussi. Tout à fait. Légalement, il l'est tout à fait. On va peut-être changer les choses, mais pour le moment, il l'est tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la langue française mute et évolue tout le jour avec le français qui change ses habitudes, ses consommations. Donc on voit des steaks de porc, on voit des steaks de thon. Ce n'est plus que forcément de la viande. Donc un steak végétal, à partir du moment où on respecte les consignes qui sont de dire on ne doit pas tromper le consommateur et clairement indiquer l'origine végétale du produit, pour nous, c'est quelque chose qui est assez clair. Mais un steak de soja, ça existe depuis 20 ans sur le marché. Mais
de façon plus limitée. Antoine Henrion, qu'est-ce qu'on entend par protéines végétales? C'est quoi exactement? Parce que vous êtes le président de Terre Univia. On fait encore un tout petit peu de pédago et après on rentre dans le débat. Dans Stop Intox, est-ce qu'il faut choisir entre protéines végétales ou animales? Répondez. Alors les protéines végétales, c'est en France les plantes qui produisent d'abord de l'huile et aussi beaucoup de protéines. C'est les oléagineux, le colza, le tournesol, le soja qui fait les deux, mais qui fait beaucoup de protéines par ailleurs. Et puis c'est les plantes riches en protéines, le pois, la févrole, le lupin. Et puis après il y a les légumes secs, pois chiches, lentilles pour les principales. Et donc toutes ces cultures, eh bien elles ont comme principal débouché et principal utilisateur d'abord l'élevage français pour plus de 60%. Ensuite l'alimentation humaine à quart. Et le reste, c'est des énergies renouvelables parce que dans notre giron de nos cultures, on fait aussi de l'énergie renouvelable. Tout juste. Le consommateur, est-ce que vous avez l'impression qu'il connaît bien les protéines végétales et tout ce que ça recouvre, Antoine Henrion? Non, je crois qu'on a un gros travail de pédagogie et c'est ce que l'on déploie ici au Salon de l'Agriculture. Ici, dans le hall 2, justement, il y a beaucoup de monde. Sur nos productions françaises, nos cultures, qui apportent au-delà de l'alimentaire, elles apportent aussi de la durabilité dans les systèmes agricoles, de la biodiversité. On a des plantes qui sont mellifères, on a des légumineuses. Donc tout ça contribue au fait qu'on va vers un équilibre environnemental, sociétal, mais aussi nutritionnel. Parce que les protéines végétales, ça contribue à l'équilibre nutritionnel. Le flexitarisme dont parlait Marie-Laure, on y est avec les protéines végétales françaises. Juste le flexitarisme, le végétarisme, je vous redonne la parole dans un instant, Marie-Laure Ampinet, sur la connaissance des Français. Mais tous ces mouvements, ça reste encore, c'est un vrai mouvement de fond ou ça reste encore marginal, cantonné aux grandes villes par exemple, aux pays riches spécialement, parce que là on ne parle pas de flexitarisme ou de végétarisme quand on parle de la Chine, de l'Inde par exemple. Je vais faire une distinction entre des mouvements que j'estime moi un peu extrémistes comme le véganisme qui exclut. Vous avez vu que je ne l'ai pas cité le absolument véganisme. Et qui exclut toute je parlais de consommation végétarisme ou de flexitarisme. Qui sont pas tout à fait la même chose, mais je pense que le flexitarisme c'est ce qu'on appelait avant être un omnivore et manger tout de manière équilibrée. Enfin nous en tout cas c'est comme ça qu'on le prend. C'est toutes les protéines sont indispensables dans la ration, les légumes, enfin tout est indispensable dans la ration, dans des quantités raisonnables. Et je pense que c'est ça le flexitarisme aujourd'hui. C'est quelque chose qui monte en puissance. Maintenant, ce qu'on voit nous, c'est qu'il n'y a pas une réelle baisse de la consommation de viande. Donc on pense que les gens trouvent leur équilibre dans leur assiette. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on sonde les habitants de la France, de l'Espagne, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, on voit qu'à peine 6% des sondés se déclarent végétariens, végétaliens ou vegan, justement. Donc pour l'instant, ça reste assez marginal. Oui, le marché du végétal pour l'instant, vous le disiez tout à l'heure, vous le soulignez, Marie-Laure Ampinet, ça reste quand même encore un marché de niche pour le moment. C'est-à-dire quand on voit les rayons des supermarchés qui augmentent la taille des produits qui sont offerts aujourd'hui, tant dans les produits de boissons que dans les produits de plats préparés, que dans des produits même de légumes ou de choses comme ça, on sent que ça monte quand même sérieusement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore de chiffres. Ça monte, voilà. On n'a pas de chiffres, on a une attente. On voit le marché, j'ai regardé, qui représente environ 100 millions d'euros. Et le jambon, c'est 1,5 milliard, vous voyez, donc ça fait 10 fois plus. Voilà. Tout à fait, donc on n'est pas du tout dans les mêmes même si c'est un marché qui a un énorme potentiel, marché lucratif, et accessoirement avec de très belles marges, apparemment. On voit en tout cas des croissances à 2 chiffres qu'on n'a pas dans beaucoup d'autres secteurs. Tout juste. Et donc, non, mais je crois que ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que la France est déficitaire en protéines végétales. Elle l'est historiquement. Voilà. Que ce soit les protéines végétales dont j'ai parlé tout à l'heure avec les légumes secs directement consommables par l'alimentation humaine, que ce soit pour les importations de protéines végétales pour notre élevage, on est historiquement déficitaire. Et ce qu'on voit, c'est que si on ne fait rien, on aggrave ce déficit. Et donc l'idée du plan protéines français, c'est d'augmenter cette souveraineté alimentaire. Le président de la République en avait parlé quand la forêt amazonienne brûlait en plein sommet de Biarritz. Donc ça, c'est important pour nos téléspectateurs de dire il faut favoriser l'origine France qui est non OGM. Et donc cultiver des protéines en France, c'est un acte citoyen, c'est un acte environnemental quelque part, c'est un acte de durabilité pour notre société. Et donc, on est là pour fournir des protéines de qualité. Et on y reviendra justement, parce que la question va se poser à un moment, est-ce qu'on peut se passer de viande, de charcuterie justement, et le remplacer par quoi? Juste simplement, Mathieu Pecker, oui, vous vouliez dire un mot? Oui, je pense qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, toutes les formes de protéines sont complémentaires. Pour rebondir sur le rayon et son organisation, ce qui compte pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de confusion ou de tromperie du consommateur. C'est que
quand il veut acheter de la viande, il sache où la trouver. Quand il veut acheter des protéines végétales, il sache où les trouver. Steak de soja, vous Alors aimez nous, je l'appellation vais vous dire que sur les dénominations, on considère qu'il y a des dénominations qui sont de l'univers de la viande et que certaines présentations... Donc le steak, pas touche pour eux, hein. Nous, on considère que c'est une appellation carnée, Ouais. comme saucisse, comme burger, et je l'étaye par le fait que quand sur une barquette vous mettez steak et qu'à côté l'image qui est faite ressemble quand même à s'y méprendre avec de la viande, même si on a végétal de marqué quelque part, il y a une forme de confusion qui est entretenue. Je ne vais pas aller sur le sujet le de tromperie, steak, mais ça reste chez vous, c'est ce que vous dites pour C'est l'instant. l'idée. Pas touche. Hein. Bon, simplement, on est parti de cette intox. Alors intox, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, cette a priori, ce préjugé. Il faut stopper la consommation de viande parce qu'on entend beaucoup de choses. Ça nuit à l'environnement, ça abîme la santé, etc., etc. Bon, les raisons, elles sont bonnes ou mauvaises? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'en effet, il y a une tendance depuis 12 ans à ce qu'on mange moins de viande. Comment vous l'expliquez, vous? alors les raisons qui tendent à consommer à une baisse de la consommation de viande sont aussi une modification de notre consommation générale. On mange moins de fruits et légumes frais, on mange moins de tout un tas de produits bruts. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que la viande on la consomme autrement. Oui, au mais les fruits restaurant, et légumes, moi j'ai jamais transformés. entendu que les fruits et légumes, ça polluait la planète, ça faisait des gaz à effet de serre et Vous avez dû faire qu'éventuellement un ça débat sur provoquait les le cancer. pesticides. Je pense Voilà. que c'est à peu près la même chose. Mais j'entends on- beaucoup, j'entends beaucoup ça autour de la viande. Et c'est là où je pense que notre souhait à nous, et c'est l'idée un petit peu générale dans les interprofessions, c'est de montrer ce que nous sommes capables de faire. Sur la consommation en termes de santé, on est à 320 grammes en moyenne. Travaillons sur les consommateurs qui en consomment trop, mais certainement pas sur la moyenne des Français qui sont en dessous des 500 grammes. Sur les questions environnementales, je pense que, comme mes collègues, je vais axer sur le modèle français. On a un modèle français, notamment bovin, qui utilise massivement des fourrages et donc des produits qui ne sont pas consommables par l'homme. Sur la question environnementale, je pense qu'on peut être irréprochable. L'ADEME, qui est une agence officielle, nous Oui. dit pas moins de 24% de l'empreinte carbone de chaque Français se trouve à sa table. Le méthane émis par les ruminants et l'utilisation d'engrais. La difficulté de la méthode de l'ADEME, c'est qu'ils appliquent une méthode sur l'alimentation qui n'est pas la même que celle sur les transports. C'est-à-dire qu'on a, quand on parle de l'alimentation, tout depuis les tracteurs, l'essence, jusque voilà. Quand on parle des transports, on prend que l'essence qui est consommée par la voiture. Donc je pense qu'il faut un juste équilibre là on aussi. laisse tomber les chiffres de l'ADEME. Je prends des chiffres des Nations Unies. C'est important, les Nations Unies. Ça fait référence. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur bovin s'élèvent à 14%. Ce qui est déjà beaucoup moins que ceux Voilà, de l'ADEME. dont dont on parlait. 9% pour les seuls bovins. Oui. Voilà. Mais- Ce qui est très loin devant l'aviation, le transport maritime. Eux2, c'est 5%. Donc Et c'est là finalement, où vous faites 3 fois plus que l'avion et les voitures réunies. Je ne pense pas. Mais Les Nations Unies. oui, oui. Mais c'est là où je pense qu'il faut revenir sur le modèle français. Ouais. Les Nations Unies tiennent pas forcément compte du stockage des carbone Non, en prairie. évidemment, ils parlent du Brésil, Voilà. de la Chine, Et- des États-Unis, bien sûr. Et quand on nous parle de l'impact environnemental, c'est souvent à des données mondiales qu'on nous compare. On parle jamais du modèle français, de l'exploitation familiale, on parle jamais de la consommation qui est malgré tout une consommation de proximité, parce que allez, en supermarché, c'est 95% de la viande qui est consommée, qui est française, et on parle jamais non plus de la consommation de fourrage qui est intrinsèque au modèle français, et même pour les élevages, je vais dire de monogastriques, on consomme la plupart du temps des coproduits de l'industrie d'huile. Enfin voilà. Donc à chaque fois que nos détracteurs veulent nous emmener sur l'impact environnemental, ils parlent de chiffres mondiaux, au lieu de mettre en avant le modèle français qui est plutôt vertueux sur ces questions environnementales. Alors là, je vous donne la parole. On continuera justement les a priori, parce qu'on est là un peu pour les casser dans Stop Intox. Allez-y, Marie-Laure, Antoine, lequel des deux? Marie-Laure, s'il vous plaît. Moi, en je ciné. crois que actuellement, avant, on associait manger de la viande égale plus de force. Oui. Aujourd'hui, on mange à sa faim, raisonnablement, et on a plutôt un modèle qui consiste à dire on va être plus nombreux sur la planète, il faudrait manger équilibré, rééquilibrer des protéines animales, des protéines végétales. Quand on mange des protéines animales ou de la viande, manger de la bonne, qui a été bien produite, dans le modèle français qu'on veut soutenir. Et c'est donc ce rééquilibrage C'est très qu'on bien voit le mot que apparaître vous aujourd'hui. utilisez, Marie-Laure Pinel, le mot rééquilibrage, parce que on le voit, et c'est l'objet de tous les plateaux qu'on organise ici au village Semence. Il n'y a pas une seule solution. On parlait hier du glyphosate, on parlait avant-hier de l'alimentation de qualité. Et là, ça sera pareil. On va pas dire on condamne les professionnels de la viande sont des salopards qui nous font mourir, et puis on va encenser les végétaux. Non, on peut pas tout faire en même temps. Ce qui serait un désastre environnemental, parce Voilà. qu'on a en France énormément de Bien prairies. sûr. Ces prairies-là, la seule manière de les valoriser, c'est des C'est animaux. les bovins Donc, qui sont il là, faut- bien sûr. Tout à fait. Antoine Non, mais Orion. Moi, j'insisterai sur l'offre locale de protéines végétales. Oui.
par rapport au bilan gaz à effet de serre, avoir des protéines françaises, c'est quand même mieux que d'avoir des protéines américaines, qu'elles soient du nord ou du sud, du reste. Donc, à la fois l'origine locale, le mode de production français, et on sait très bien que en élevage, avec les légumineuses fourragères, on a moins de méthane. Faut le dire. Donc, avec les modes de production qu'on développe en France et la garantie de la qualité, de la traçabilité, parce qu'on est capable de tracer jusqu'au champ le produit fini, que ce soit de la viande ou de la protéine végétale. Mais de la viande qui a consommé de la protéine végétale française, finalement, on est quand même dans des bilans qui sont Il parle pour vous, là. compatibles avec le challenge du changement climatique. On a commencé l'émission en disant qu'on était à peu près tous d'accord. Je pense qu'on est complémentaires. Oui. Je pense que les produits d'élevage ne peuvent pas exister sans les protéines végétales et accessoirement, comment nos produits vous sont expliquez complémentaires. quand même cette diabolisation donc autour de la viande? C'est quoi? Parce qu'on entend beaucoup de choses. On a parlé en effet de l'environnement, on a parlé de l'impact sur la santé, alors que ça pourrait provoquer des maladies cardiovasculaires, la tension, le cholestérol, certains cancers. Il y a évidemment ces images épouvantables qu'on voit circuler régulièrement, on en a encore vu la semaine dernière, dans des abattoirs. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, depuis quelques temps maintenant, voilà, la viande suscite autant de rejets de la part de certains? On a des détracteurs qui communiquent beaucoup mieux que nous aujourd'hui. Oui. Alors, on s'améliore. On a eu un certain nombre de communications au niveau de Mais l'interprofession. leurs ce images matin. sont pas fausses pour autant. Non, mais elles sont très marginales. C'est-à-dire qu'une image qui est là, elle existe. Pour autant faire croire que la maltraitance qu'on constate sur certaines vidéos est généralisée à l'ensemble des abattoirs, c'est faux. Ça a été démontré par toutes les enquêtes qui ont été pu faire par le ministère. On est nous-mêmes en train de développer un système d'audit bien-être animal dans nos entreprises, donc dans les entreprises d'abattage, pour montrer nos bonnes pratiques. Tout l'argument de nos détracteurs, c'est ce que j'ai trouvé dans un point particulier, c'est généralisé à l'ensemble des abattoirs, ce qui est faux. Notre difficulté, c'est que malgré tout, la production de viande passe par le fait de mettre à mort un animal, et c'est des images qui seront toujours difficiles à voir, quel que soit que les pratiques soient vertueuses ou pas. Notre idée, c'est démontrons que nous avons des bonnes pratiques, démontrons que nous sommes capables d'être vertueux. À partir de là, la tendance peut s'inverser. Alors, maintenant, la question se pose, protéines végétales ou animales, faut-il choisir? Vous avez déjà un petit peu répondu en disant que tout ça est complémentaire. Bon, pourquoi est-ce qu'il faut manger des protéines? Est-ce qu'on peut aussi renoncer complètement à la viande? Marie-Laure Ampinet. Ah non, alors là, non. Il faut manger des protéines, comme il faut manger des carbohydrates, comme il faut manger des matières grasses. Est-ce que les protéines végétales sont meilleures pour la santé et pour l'environnement? Alors, ce qu'on considère en protéines, ça sert à construire les cellules, ça sert à construire les muscles. Et ce sont les acides aminés qui sont les briques constituantes. Là, je vous parle des protéines végétales, en effet. Tout à fait. Vraiment. Et donc, la viande et les protéines végétales n'ont pas les mêmes compositions en acides aminés. C'est ça là que je voulais en venir. Et donc, il faut savoir conjuguer les différentes protéines végétales. Vous prenez une protéine de blé plus une protéine de pois et ça vous donne une protéine de viande. Il faut savoir apprendre à manger de façon à ne pas avoir de carence. Et auquel cas, oui, ça vaut des protéines végétales, mais il faut faire... Le mieux, c'est de manger tout sans excès. Ça a le même goût, ça a le même apport ou pas? Antoine Henrion. Je suis pas nutritionniste, mais quelque part, l'alimentation, c'est le côté festif et c'est le côté valorisation des territoires. Et on l'a dit tout à l'heure, la France est ainsi dotée qu'on a beaucoup d'élevage et beaucoup de grandes cultures. Donc on est capable de faire toutes les productions. Donc l'idée générale, puisqu'on est dans la Xème transition alimentaire et nutritionnelle, qu'on consomme peut-être un petit peu moins de viande et qu'on l'équilibre avec des protéines végétales, mais surtout qu'on consomme les produits agricoles français. Et là, on a aussi des bons produits, qu'ils soient animaux ou végétaux, sur tout notre territoire. Est-ce qu'on peut tout produire en végétal? On peut produire quand même beaucoup de choses en végétal en France aujourd'hui, au XXIe siècle. Oui, Marie-Laure. Alors après, il y a une nouvelle gastronomie qui est en train de s'inventer. C'est ça qu'il faut voir, parce que la France, c'est un pays du plaisir de manger. Tout juste. Et donc, on est en train d'inventer aussi comment se servir de ces protéines végétales pour manger quelque chose de bon. Au début, c'était pas forcément très bon. Il y avait un goût végétal prononcé qui a pu faire fuir il y a 20 ans. Quand le soja est arrivé, il a quand même pas séduit. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès et on arrive effectivement, et on va en faire encore plus demain, de façon à ce qu'il y ait une nouvelle gastronomie qui soit inventée. Dans les cultures indiennes, qui sont beaucoup plus végétariennes, on mange bien sûr, et on mange du végétal. Mais on a appris à l'intégrer dans la façon de le cuisiner. Il y a un rapport avec la nourriture, l'alimentation qui n'est tellement pas le même que chez nous, justement. Mathieu Pecker, on le disait tout à l'heure, culture viande. Je pense que même sur les aspects nutritionnels, nos produits sont complémentaires. On n'apporte pas les mêmes acides aminés.
notre sang ont besoin de féréminique. Il y a à peu près que la viande qui est capable d'en apporter de manière digestible. Les végétaux en apportent aussi, mais c'est pas tout à fait les mêmes produits. On a besoin de l'un et de l'autre produit. Même vous parliez tout à l'heure d'effets sur le cancer. On voit aujourd'hui qu'un certain nombre de fibres apportées par les végétales pourraient contrecarrer les effets des produits animaux, et que le tout s'équilibrant, on aboutit à quelque chose qui n'a finalement plus beaucoup d'effets. Et puis il y a un produit pour lequel nutritionnellement, il n'y a que les produits animaux qui peuvent en amener, c'est la vitamine B12. Alors on peut se complémenter quand on est végétarien, et il faut le faire surtout, mais clairement, tout ça est complémentaire, et globalement, c'est manger de tout. Oui, on ne peut pas renoncer complètement à la viande, à votre avis? Si on le fait, il faut se complémenter dans d'autres, et notamment en vitamine B12, ce qui veut dire qu'on est, de mon point de vue, plus du tout sur un régime naturel. C'est-à-dire que c'est possible. Je peux pas vous dire de manière honnête qu'on ne peut plus manger de viande. Si vous le faites, il faut veiller à son équilibre nutritionnel et surtout se complémenter en vitamine B12, parce que c'est ce sur quoi vous risquez des carences. J'ai l'air de bien aller, a priori. Je suis en pleine forme. Vous avez l'air de bien aller. J'ai renoncé depuis 3 ans. Et vous vous complémentez, j'espère. Voilà. Et je respecte tout à fait votre métier, et je suis pas du tout en train de vous jeter des pierres pour vous dire que, voilà, vous faites un mauvais métier. Voilà. Mais si on doit renoncer à la viande, imaginons quelqu'un qui a ma démarche à un moment, il va vers quoi? Les steaks végétaux, enfin, steak, n'aimez pas, mais peu importe, voilà. La clean meat aussi, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de la viande créée artificiellement grâce aux biotechnologies, parce qu'on voit la recherche, elle est très avancée, en tout cas elle avance considérablement sur ce terrain. Marie-Laure Pinet. Là, je suis un petit peu moins compétente parce que je suis dans le végétal, mais Oui. on a les protéines d'insectes, on a des protéines d'algues, et on a effectivement la viande cultivée cellulaire. Et là, pour le moment, on est quand même au stade, surtout pour la viande cultivée cellulaire, laboratoire. Oui. Technique d'expérimentation, coût très important et en questionnement avant que ça... Mais en tout cas, énorme potentiel. Je regardais une étude du cabinet A.T. Carnet qui nous disait qu'en 2040, la viande naturelle, vous donc Mathieu Pecker, ne représentera que 40% du marché global. La viande cellulaire, la viande de culture produite en laboratoire, pèsera un tiers des ventes devant les produits végétaux qui vont peser un quart des ventes. Donc on voit, notamment aux États-Unis, il y a un engouement sans précédent pour ces alternatives. Il y a des grosses boîtes qui s'appellent Beyond Meat, Impossible Food, et on voit des investisseurs qui regardent ça de très très près. Évidemment, ils regardent ça de très très près. C'est un marché émergent, c'est un marché qui progresse. C'est normal que le milieu des affaires se mêle de ça. Ce que je considère, moi, c'est qu'on ne peut pas le comparer à de la viande. On parlait de Beyond Meat qui est arrivé dans un certain nombre de magasins français. On a sur un steak Beyond Meat au moins une vingtaine d'ingrédients différents, au moins une vingtaine de produits qui sont assemblés. Le comparer à de la viande qui est un produit brut vous l'avez sans goûté rien, vous-même, par je l'ai exemple? pas goûté. Donc je veux pas. Et il se peut que ce soit très bon vu tout ce qu'on y D'accord. ajoute. Vous n'avez pas envie de faire le test? Je n'ai pas eu le temps de le faire pour l'instant. C'est arrivé il y a pas très longtemps. Je le ferai. Et pour autant, je considérerais pas que ce sera de la viande. On a l'impression quand même que, vous êtes un peu cerné quand même. Il y a eux, il y a les végétaux, il y a la viande artificielle qui arrive de plus en plus. Alors, je pense que mes interlocuteurs savent qu'ils ont besoin de l'élevage, tout comme nous avons besoin de protéines végétales. Donc je m'estime pas cerné de ce côté-là. Bon, Antoine Orion, moi je suis Terre Univia. Je suis assez dubitatif sur ces évolutions de viande de synthèse, je vais appeler ça comme ça. Oui, tout à fait. Alors nous, on parle du bio, on parle des labels, on parle du lien au territoire, on parle de l'emploi, enfin on parle de l'environnement. Moi, je serais assez curieux de savoir quels sont si ces steaks d'origine synthétique cochent toutes les cases de la durabilité. Je suis assez perplexe. C'est sûr que c'est moins glamour quand on parle de viande fabriquée in vitro que la viande fabriquée, produite par les bons petits exploitants des départements français. Les consommateurs disent aussi beaucoup qu'ils veulent plus de naturalité, qu'ils veulent des produits moins transformés avec moins d'ingrédients. Je pense que la viande répond un peu plus que la viande de synthèse à ces Le végétal, c'est plus facile à produire que de la viande ou pas? Est-ce qu'on a assez de terre? Est-ce qu'on a assez de surface pour un jour aller faire la bascule? Alors je dis pas qu'on va faire la bascule un jour. Apparemment, on mangera toujours de la viande. Mais est-ce qu'on a suffisamment de terre? Aujourd'hui, on produit une bonne moitié de ce qu'on consomme en protéines végétales en France. Oui. Et on est les meilleurs élèves de la classe européenne. Donc peut-être qu'un jour on sera souverain à 100%, mais c'est pas demain. C'est pas demain. Alors peut-être qu'avec l'évolution des consommations, on y arrivera un jour, mais on essaie de faire en sorte que la ferme France, elle produise de plus en plus de protéines végétales, de façon à ce qu'on augmente ce bilan et que finalement on consolide
ce que je disais tout à l'heure, le circuit court. C'est ça, c'est ça. Parce que est-ce qu'on pourra atteindre un jour l'indépendance totale en protéines végétales, à votre avis? Je pense que non. Honnêtement, on va pas raconter des scénarios qu'on n'arrive pas à matérialiser compte tenu des potentiels, compte tenu de la capacité que l'on aura à le faire dans les 10 prochaines années. Nous, on s'est fixé un objectif dans les 10 prochaines années, c'est de produire quasiment les 2 tiers de ce qu'on consomme. Ça sera déjà un bel objectif atteint. Et 100% de légumes secs produits en France, consommés en France. Très bien. J'insiste là-dessus. Juste le plan protéines du gouvernement auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a des hésitations, ça tergiverse un petit peu. Où est-ce qu'on en est? Alors on a été un peu rassuré par les propos du président de la République avant-hier, samedi, quand il a passé 13 heures ici. Qui nous a dit qu'il allait embrayer et enclencher un plan de protéines alors français dans un premier temps avec un relais sur le plan européen avec la nouvelle politique agricole commune il y a le pacte productif en France qui doit aussi reprendre l'enjeu protéines. C'est un enjeu de durabilité parce que j'insiste aussi là-dessus. C'est la transformation de la ferme France, c'est la suite des états généraux de l'alimentation. C'est renouer le lien avec l'agriculture pour la nation française. Donc c'est la transformation des systèmes. Donc tout ça fait que on est un peu plus optimiste aujourd'hui. Je suis un peu plus optimiste parce que finalement, on sent que ce plan protéines sur lequel on a beaucoup investi, la filière, tous les maillons de la filière, il va déboucher dans les semaines qui viennent. Marie-Laure Pinet, pardon. Moi, je crois qu'il y a un facteur qu'on oublie aussi, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète et qu'il va falloir nourrir tout le monde. Et que ce consommateur dont on parle tout le temps, en fait, il est pluriel. Le végétal ou pas? Pour moi, il faut C'est-à-dire que développer... c'est 9 milliards d'habitants. C'est vrai qu'il y a 65 millions de consommateurs en France, à qui, en effet, on peut continuer à proposer viande, charcuterie, végétaux, etc., etc. Et qu'il y a un équilibre, peut-être, qui va se trouver plus ou moins facilement. Mais quand on parle de 9 milliards d'habitants, est-ce que les 9 milliards, on peut les nourrir uniquement avec de la viande? C'est la question que je me pose. Non, ça c'est pas possible. Ben voilà. Donc il faut bien cet équilibre. Mais il faut l'équilibre des deux, parce que pour les territoires, on a besoin des élevages. Et ça, et ce consommateur qui veut du naturel, du local, on a aussi un consommateur plus jeune qui veut de l'exotique, qui veut du nouveau, qui veut des goûts et des textures nouvelles. Et en fait, c'est tous ces consommateurs-là qui font la diversité de notre alimentation. Et moi, je suis profondément convaincue qu'en tout cas, en protéines végétales, pour l'alimentation humaine, on saura atteindre l'autosuffisance. C'est l'élevage où ça sera un petit peu plus compliqué parce que là, il y a un peu de volume. Et sachant qu'il faut aussi que notre agriculteur gagne bien sa vie en faisant ça, il y trouve son compte avec. Mathieu Pecker. Vous avez raison. Aujourd'hui, on voit une mutation de la consommation de viande à travers les jeunes consommateurs. Ils le consomment moins à la maison parce qu'ils savent plus cuisiner, ils vont au restaurant. Ils le consomment moins en plat brut, ils le consomment dans des ingrédients, mais ils consomment toujours de la viande. Et je pense que ce qui est important pour nous, c'est de dire que dans l'équilibre des Français, voire même dans l'équilibre mondial, parce qu'aller expliquer à un Chinois qu'il va falloir qu'il baisse sa consommation de viande, je vous souhaite bien du courage, mais on a un vrai équilibre de la consommation qui peut se trouver, qui est en train de changer vers des produits plus innovants. Et la réponse aux attentes des jeunes, elle est aussi dans nos entreprises, avec les burgers, avec les carpaccio, avec les marinés. Tous ces produits-là sont des produits un peu innovants qui répondent à ces attentes des jeunes. Bon, alors, protéines végétales ou animales, faut-il choisir? Vous nous avez répondu non. On ne choisit pas. Il y a un équilibre à trouver. On consommera encore de la viande dans 50 ans? Oui, je crois profondément, pour différentes raisons. D'abord, d'un point de vue environnemental, on ne retournera pas toutes les prairies de France, et la seule manière de les valoriser, c'est la viande. Ensuite, en termes de équilibre nutritionnel, je disais, il y a un certain nombre de produits, alors même si certains peuvent exclure la consommation de viande, on a besoin de produits animaux. Et puis, du point de vue du plaisir, même si on peut avoir de l'innovation pour que les protéines végétales soient de plus en plus bonnes, je pense que la gastronomie française, elle est ancrée sur les produits animaux. Un mot chacun. Moi, je suis convaincu qu'avec l'augmentation de la population sur le continent africain et asiatique, c'est des gens qui aspirent à plus de viande finalement dans leur régime alimentaire et qu'on aura quand même encore besoin de satisfaire toutes ces populations, même si chez nous on aura un rééquilibrage au profit des protéines Marie-Laure Pinet, un mot pour terminer. Les protéines végétales ont un très bel avenir et seront associées aux protéines animales, c'est sûr. Eh ben très bien, maintenant faites-vous une opinion à l'issue de Stop Intox. Vous savez qu'on a rendez-vous ici tous les matins dans le hall 2-2 sur le village Semence. Merci Mathieu Pecker, directeur général de Culture Viande, Marie-Laure Pinet, président du groupement d'études et de promotion des protéines végétales, et Antoine Henrion, bon retour en Moselle, c'est le président de Terre Univia. Demain, nouveau numéro de Stop Intox. Ce mardi, on sera toujours évidemment au même endroit. Comment garder notre place de champion en matière de vin? Voilà, vin.
il y a un patrimoine à développer. Je vous donne rendez-vous demain. Très bonne journée à tous.